Mesdames, Messieurs, bonjour. Installez-vous. On va laisser partir le cortège de la ministre et des élus pour nous recentrer sur un autre sujet, puisqu'on va parler de l'entreprise nouvelle source d'inspiration. Allez, on va démarrer avec nos invités. Installez-vous. Oui, il y a toujours un moment de flottement entre deux conférences, mais tout va bien se passer a priori. Voilà, un peu d'attention. Installez-vous, mesdames, messieurs, asseyez-vous. Il y a encore des places devant. Bonjour Florian. Allez, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cette rencontre, à cette table ronde. On va parler de l'entreprise nouvelle source d'inspiration. Alors c'est un sujet extrêmement important à la fois pour les entreprises, les entrepreneurs, les managers, les salariés, bref, pour la société avec l'ensemble de nos invités. Je me suis posé une question à laquelle je voudrais que vous puissiez apporter quelques éléments. Quand on parle de source d'inspiration, de nouvelles entreprises, comment on arrive à réinventer l'entreprise de 2022-2023? On en parle partout, dans tous les magazines, dans toutes les entreprises, autour de la machine à café. Quelles sont les bonnes recettes, quels sont les bons outils au regard de ce qu'attendraient ou de ce qu'attendent les salariés? Je voudrais commencer par vous, Muriel Avinens, responsable directrice de Dell à Montpellier. Comment on procède pour réinventer l'entreprise pour qu'elle puisse être une source d'inspiration pour les salariés? Est-ce que ça marche? Ça marche, c'est parfait. Ça marche parfaitement, Muriel Avinens. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, chez Dell, on a lancé une stratégie autour de la culture d'entreprise il y a déjà de nombreuses années. Aujourd'hui, on a des objectifs clairs à 2030, avec des objectifs quantitatifs sur certaines choses. Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'à un moment donné, on a senti il y a plusieurs années, bon, bien sûr on est une entreprise américaine, qu'il fallait donner du sens pour nos employés, qu'on allait arriver probablement à devoir les retenir si ce sont des talents, et aussi à en attirer. Donc on était déjà sûrement en avance de ce qui se passe en ce moment. Et donc on a travaillé sur comment on peut donner du sens en transformant des vies sur le territoire. Donc il y a plein d'actions qui se font au niveau corporation. Maintenant, aujourd'hui, nous, sur Montpellier, ce que l'on fait, c'est arriver à travailler avec nos partenaires et avec le territoire, avec l'écosystème, sur des actions qui sont claires. Donc, par exemple, on a un partenariat très clair avec Facero, avec l'Institut du cancer de Montpellier. Et donc, dans l'entreprise, on va laisser du temps à nos employés sur leur temps de travail pour pouvoir s'occuper d'actions qui leur sont chères et d'actions importantes. Et l'entreprise abonde financièrement en fonction du nombre d'heures qui va être déployé par les salariés. Donc ça nous permet, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont développées chez Dell, de donner du sens et de faire en sorte que nos employés n'aient pas juste le sentiment de vendre ou de soutenir des clients autour d'un PC ou d'une solution informatique, mais d'avoir envie et d'être fiers de travailler pour une entreprise comme Dell dans un territoire comme celui de Montpellier. Qu'est-ce que ça a changé dans le développement de Dell? Parce que les actions peuvent être conduites, on peut évidemment s'enthousiasmer des stratégies qui sont conduites, mais est-ce que ça a des effets sur ce que vous faites au quotidien? Les effets que ça a principalement, c'est que, surtout dans cette période où on a été en télétravail pendant 2 ans, le fait d'être impliqué dans des actions qui sont importantes pour les employés, ça va permettre de développer son réseau. Quand on est tous en télétravail à la maison, le réseau, la collaboration, le travail en équipe est un petit peu moins développé. Donc le fait de travailler sur des actions qui sont importantes, ça va permettre de développer son réseau, de se développer soi-même. Ça veut dire aussi d'arriver à créer un esprit d'équipe et d'entreprise qu'on ne va pas retrouver ailleurs. Et aujourd'hui, la différence entre Dell Montpellier et tous les Dell, on va dire, du monde, alors je ne les connais pas tous, bien entendu, ça va faire que nos salariés à Montpellier ont beaucoup plus de fierté et d'envie de travailler pour une boîte comme Dell que pour n'importe quelle autre. Et aujourd'hui, quand on est dans un système de compétition entre entreprises pour aller gagner des talents, c'est vraiment important d'arriver à créer ça.
Alors, Muriel Avinens, vous évoquez ce plan stratégique, des actions qui sont conduites, laisser du temps aussi aux salariés. De votre côté, Laurent Labbé, vous défendez la nécessité, vous disiez récemment dans une interview, il est urgent de reconnaître et d'encourager la motivation chez les collaborateurs. C'est aussi ça quand même une autre manière de rendre l'entreprise inspirante, de se sentir bien dans l'entreprise. Ouais, alors nous, à Choose My Company, on a considéré immédiatement que la finalité de l'entreprise, c'était le développement des individus qui la composent. Donc, pour mettre en pratique cette conviction, on s'intéresse à l'expérience réellement vécue par l'ensemble des parties prenantes qui gravitent autour de l'entreprise ou qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Donc, on analyse leurs ressentis et ça sert à deux choses. Ça sert à développer leur motivation. Donc, évidemment, on en parlera. On est obligé de s'intéresser à l'évolution des leviers de la motivation depuis 10 ans. C'est ce qu'on fait. Et ça permet de développer la performance, le bien-être, l'engagement. Et dans un deuxième temps, on va se servir de ces ressentis-là pour développer l'attractivité de l'entreprise. Il y a encore quelques années, l'attractivité de l'entreprise, c'était uniquement, en tout cas quand on servait des ressentis des collaborateurs vis-à-vis des candidats ou des talents. Et depuis 2-3 ans, on observe que le ressenti des parties prenantes, que ce soit les stagiaires, les apprentis qui viennent passer un moment, les candidats dans les processus de recrutement, les salariés, ou les étudiants qui font des études dans les écoles ou les universités, ce ressenti-là, il va servir à développer l'attractivité auprès de clients et aussi d'investisseurs, de plus en plus, dans le cadre de la performance extra-financière. Puisque les clients veulent s'entourer de partenaires qui traitent bien l'environnement, c'est évident, mais de plus en plus le social. Et les investisseurs veulent aussi placer leur argent et l'argent de leurs souscripteurs dans des entreprises qui ont des finalités positives sur l'environnement et la société. D'ailleurs, notre mission à nous, c'est de valoriser le S de la RSE. Donc on est obligé de s'intéresser à ce levier de motivation-là. Et il a fortement évolué, puisqu'il y a 10 ans, les leviers de la motivation, c'était essentiellement constitué du salaire, du développement de la carrière et de la sécurité de l'emploi. Et puis les crises financières faisant, la digitalisation, la notion de reconnaissance, d'utilité, de l'impact de son travail est arrivée. Et puis un peu plus récemment, les exemplarités, les attitudes avec MeToo. Alors là, on n'est plus dans les facteurs de motivation, mais on a basculé dans des facteurs de démotivation extrêmement forts, avec des ruptures de confiance qui peuvent opérer. Et puis encore plus récemment, le sens a pris une autre ampleur. Il était déjà là à travers les facteurs que je viens de dire, mais il a pris une autre ampleur puisque l'impact de la société sur l'environnement, sur la société, donc la finalité même de ces produits, est devenu un facteur de motivation ou de démotivation. On va y venir tout à l'heure avec vous, Sylvie Samut, mais ça veut dire aussi, Laurent Labbé, que ça nécessite une évolution des managers, une évolution des organisations pour pouvoir répondre à ces fondamentaux-là. Si on ne peut plus inspirer ou motiver des collaborateurs uniquement par le salaire ou par la perspective de la carrière, mais que, et si je vais très vite de l'autre côté des 10 années d'évolution, mais par la finalité du produit qu'on commercialise et devoir prouver à des candidats qui veulent être utiles au monde que leur contribution de tous les jours va avoir un impact positif sur le monde, ça nécessite un changement managérial, mais aussi un changement de modèle économique. Donc on n'a pas le temps de voir tout ce que ça implique, mais je pense que vous pouvez l'imaginer. En revanche, quand pour Muriel Avinens, est-ce que vous avez observé un changement chez vos collaborateurs, un projet qui vous a particulièrement touché parce que, suite au plan que vous aviez lancé, eh bien, positivement, ça a changé? Pour nous en parler, pour le faire partager. À Choose My Company ou chez nos clients? Absolument, dans votre entreprise. Chez Choose My Company, ce qui a le plus changé, c'est qu'il y a 2 ans, on a décidé de devenir une entreprise à mission, qui a décidé aussi de passer la certification B Corp, parce qu'on considérait que la finalité d'entreprise à mission n'était pas suffisante, puisqu'elle ne s'intéresse pas à la finalité de ce qu'on fait, mais plutôt aux moyens. Ça a radicalement changé pas le modèle économique, ce qui était ancré, mais le point de vue des salariés et la manière dont ils contribuent à la créativité du produit et à leurs engagements quotidiens. Donc ça a donné beaucoup plus de sens. Donc ça c'est bien parce que ça a motivé, mais ça a clarifié aussi ce que nous on devait faire en termes de produits et de services, notre relation avec nos clients, pour contribuer à cette finalité qui était nous devons améliorer la relation au travail pour tous. Et pour partager votre expérience au chef d'entreprise ici, est-ce que ça signifie que vos collaborateurs sont davantage impliqués dans les décisions, dans les projets? Comment ça se passe, je dirais, concrètement, ce changement? Alors, concrètement, c'est déjà quand on participe à la définition de la finalité, on est plus impliqué. Quand elle est énoncée, on est forcément plus orienté dans son action quotidienne. Et puis après, nous, on a défini, parce que ça fait partie des critères de motivation du référentiel Happy at Work qu'on a créé, c'est les principes de subsidiarité qu'on a déclinés, qui sont l'étape un peu plus avancée de la notion d'autonomie. C'est est-ce qu'on peut prendre des décisions au niveau qui sont le nôtre. Et ça, nous, on essaie de le mettre en place.
mais je vais être modeste, c'est pas simple, on est 60, donc on est petit, on est maniable, mais ça reste extrêmement compliqué. Loïc Soubéran, CEO de Swile, dans cette entreprise nouvelle qui est en train de s'installer, et pas simplement depuis quelques semaines, mais depuis quelques années, qu'est-ce qui est essentiel? Ce sont les valeurs que l'on défend et en tout cas que les chefs d'entreprise, les patrons tentent de cultiver auprès des salariés. On sait pourquoi et pour quelles valeurs on intègre une entreprise. C'est aussi ça qui fait que ça change. Ça fait partie des leviers de motivation hein, dont Laurent parlait. Moi, ce que j'aime là, de ce qui se passe depuis quelques années, c'est qu'enfin, on rentre dans une forme de révolution sociale où enfin, l'employé revient au centre de l'attention. On parlait beaucoup avant d'expérience client, évidemment, puisqu'une bonne expérience client amène de la pérennité pour la société, mais on oublie que la performance sociale, c'est le moteur de la performance économique. Et qu'effectivement, il faut vraiment sortir de ces décennies, hein, finalement, hein, on est un peu les enfants de l'ère industrielle, hein, où finalement, il n'y avait que 2-3 sujets, comme le salaire, effectivement, et le plan de carrière qui comptait. Maintenant, il y a beaucoup plus de granularité. Donc c'est hyper excitant, mais c'est hyper compliqué aussi, puisque en fait, on vient vers une logique beaucoup plus individuelle. On gère moins des masses, on gère plus des individus. Or, dès l'instant où on parle d'épanouissement d'un collaborateur, eh ben, il faut avoir un peu de finesse. Et on a chacun nos moteurs. Il y a des personnes qui sont très sensibles aux enjeux de sécurité, d'autres aux enjeux de développement individuel, d'autres aux enjeux de cohésion, de reconnaissance ou de sens, comme ça a été évoqué. Et il faut... Et ce que j'aime avec tout ça, c'est que voilà, même le métier noble de DRH, enfin sort de cette espèce de prisme administratif épais, et enfin on va pouvoir se concentrer sur un domaine clé qui est l'expérience employée. Et c'est une bonne expérience employée, telle qu'elle est vécue au quotidien, sincèrement, qui amènera de fait une bonne expérience client, mécaniquement. On vit un moment de grande démission, comme on dit. Ce qui est hyper intéressant dans ce phénomène-là, c'est quand même que on voit que plus de la moitié des démissions sont faites alors même qu'il n'y a pas de point de chute anticipé. C'est-à-dire que les employés sont prêts à se jeter dans le vide et à clairement fuir un quotidien qu'ils réfutent. Bon, mais quelle est la réponse concrète à ça? Donc on parle beaucoup d'engagement, etc. Bon, mais n'oublions pas que l'engagement, en tant que tel, c'est-à-dire c'est une forme de cadeau que l'employé fait à la société. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est engagé? Qu'est-ce qui fait qu'on est motivé? C'est si on est bien. Racontez-nous comment, chez vous, au sein de Swile, vous retenez vos salariés, parce que j'imagine que tout est... On essaie d'adresser justement de manière 360 ces sujets, mais évidemment c'est long à mettre en place. Oui. Donc quand on monte une boîte, il faut s'y préoccuper d'entrée de jeu. Mais oui, on a mis très très vite les valeurs au centre de tout, parce que pour bien grandir ensemble, il faut qu'on soit bien ensemble, il faut à minima qu'on partage les mêmes valeurs. Voilà. Donc nous, d'entrée de jeu, on avait tout misé sur la première valeur qui était l'esprit d'équipe, parce qu'on savait que dans une hyper-croissance, il y a toujours des trous dans la raquette, etc. Et qu'il fallait tout le temps, en permanence, compenser par un état d'esprit incroyable. Sylvie Samut, directrice de Montpellier Management, je posais déjà la question à Laurent Labbé autour du manager, parce que l'entreprise ne change que parce qu'à la tête de l'entreprise, à la tête des services, à la tête des unités, eh bien, il y a la volonté, l'engagement. Comment vous travaillez cela au sein de Montpellier Management? Est-ce que c'est devenu un sujet, je dirais, fondamental dans la formation et en tout cas, est-ce que vous ressentez un changement, une attente? Oui. D'abord, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité à cette table ronde. Alors, effectivement... le sujet est double pour nous, parce que nous sommes un organisme de formation, évidemment, donc nous devons former les managers de demain à Montpellier Management, mais nous sommes aussi une organisation. Et donc nous devons aussi, j'ai en responsabilité un certain nombre d'enseignants, un certain nombre d'enseignants-chercheurs, de vacataires, d'administratifs, et je dois traduire aussi dans les faits de tous les jours
l'information ou la formation que je donne à mes étudiants. Donc bien évidemment, les étudiants au quotidien, leur curseur a changé. On voit bien qu'ils vont chercher un emploi, mais pas un emploi sur du long terme. Ils vont chercher un épanouissement dans le travail. Ils vont chercher du sens dans leur travail. Ils ne cherchent plus un travail pour le travail. Ils vont chercher un travail dans lequel elles vont s'épanouir. Et donc, nous, on est là aussi pour leur donner un éventail de possibles de plus en plus large, de façon à ce que dans leur formation, ils aient différentes notions de ce qu'est une organisation. Par exemple, l'entreprise libérée, on ne sait pas trop ce que c'est, mais n'empêche, il y a des recherches, des écrits sur ce qu'est une entreprise libérée et comment on peut gérer des entreprises comme celle-ci. Donc, c'est aussi donner les moyens à nos étudiants de penser différemment, voilà, d'avoir un esprit critique, avec des cours sur la RSE, avec des cours sur le développement durable, etc. Mais c'est aussi par leurs actes au quotidien. On a des enseignants-chercheurs qui travaillent dans ces domaines. On a aussi la société civile, on peut dire, qui vient chez nous expliquer comment ils gèrent ces thématiques-là dans leurs entreprises. Et puis, on les fait travailler sur des projets concrets où on leur demande de lier ces préconisations, enfin, peut-être pas ces préconisations, mais ces thématiques directement dans leur projet de façon à ce que ce soit naturel pour eux. Et puis, dans la gestion au quotidien de l'organisation, je le disais, eh bien, il faut des actes aussi. On n'est plus dans le cadre d'un cours, donc il faut gérer Montpellier Management dans le cadre de ce nouveau business model, on en parlait tout à l'heure, en intégrant ces dimensions-là qui doivent être aujourd'hui prioritaires, en tout cas qui le sont à Montpellier Management. Voilà, en intégrant, en essayant de faire en sorte que la plupart des collaborateurs s'épanouissent au sein de l'Institut. Muriel Lavinens, au sein de Dell, faire évoluer l'état d'esprit des managers, est-ce que ça a été difficile, simple? Comment ça se passe? Parce que là aussi, on est quand même dans une société où tout semblerait être réalisé d'office en difficulté. Il faut changer les entreprises, très vrai. Vous l'avez dit, Loïc Soubeyran, ça prend du temps. Laurent Labbé l'a dit également, ça prend du temps. Ça s'est passé concrètement comment auprès de managers qui ont toujours travaillé de la même manière et qui voient arriver en effet des nouveaux recrutés, des nouveaux stagiaires et un nouvel état d'esprit? Alors, effectivement, ça prend du temps et vous dire qu'il y a eu un virage radical, on ne l'a pas vraiment vu. Là où il y a eu un virage, c'est... Et pour les personnes qui connaissent un peu le territoire, nous sommes partis en télétravail pendant 2 ans. Et là où il y a eu un virage, ça a été à cette période-là, parce qu'on s'est retrouvés à distance, où on devait maintenir des gens qui étaient isolés dans différentes situations, et où là, on a dû accompagner nos managers à avoir un premier mot à la bouche qui était bienveillance. Et ça, c'était effectivement quelque chose qui était, on va dire, relativement nouveau, en tout cas à ce point-là. Et les managers aussi ont dû être accompagnés parce qu'eux, ils étaient en première ligne des difficultés des collaborateurs à vivre, en plus des moments qui pouvaient changer. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont été très bien pendant 1 an, 1 an et demi, puis au bout d'1 an et demi qui ont sombré. Donc accompagner les gens à distance sans les voir forcément. Et puis ensuite, le retour sur site en mode hybride, puisqu'on continue à travailler en télétravail, et s'assurer qu'on inclut et qu'on soit inclusif à la fois avec les gens qui sont sur site, à la fois avec les gens qui sont en télétravail, et continuer à maintenir cette bienveillance. Et donc je vais dire que j'ai pas vu de changement radical à part à cette période-là, où là il a fallu vraiment accompagner les managers à ok, je suis un manager à distance alors que j'étais habituée à avoir mes personnes sur site tout le temps. Là tu es à distance, il y a des gens qui allument même pas leur caméra, tu les vois pas. Et tu dois sonder et voir ce qui se passe pour pouvoir bien accompagner, mettre de l'emphase autour du respect de sa vie privée et de son état de santé. Nicolas Hazard, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Alors c'est la question qui est posée sur la première couverture de votre livre, 21 métiers du futur. Alors vous répondez assez bien à l'objet de cette table ronde parce que c'est aussi, on vient de se le dire finalement en creux en faisant ce tour de table, la quête de sens. En effet, alors il y a 2 sujets dans votre livre. C'est finalement quand on rentre dans une entreprise, on peut aussi se demander, quand on y reste longtemps, qu'est-ce qu'on va devenir, comment on peut se réorienter, comment on peut s'adapter au nouveau marché. Ça, c'est aussi un sujet sur lequel les entreprises ont à travailler, avec notamment les métiers du futur, parce que beaucoup de métiers émergent.
Exactement, on se rend compte que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore sous leur forme actuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est en pleine transformation, on est dans la 4e révolution industrielle, celle de l'intelligence artificielle, de la robotique, de toutes ces technologies qui font que avant il y avait une croissance et un changement qui était plutôt linéaire, aujourd'hui c'est exponentiel et donc ça va aller en grandissant. Et l'impact de ça, c'est quoi? C'est que un jeune qui aujourd'hui rentre sur le marché du travail a des chances d'ici ses 40 ans d'exercer 8 à 10 métiers différents. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est fini le triptyque où on fait des études, on travaille pendant 42 ans et demi et après on part à la retraite. Non, aujourd'hui on fait des études, on va travailler, on se forme de nouveau, on refait des études, on retravaille et on peut potentiellement changer de métier, changer d'activité, changer de secteur et d'industrie. Et c'est comme ça que le monde du travail, en tout cas, est en train d'évoluer. Donc ça veut dire qu'on est devant un défi qui est colossal, parce qu'il y a des dizaines de millions d'emplois qui vont être détruits. C'est des sources de l'OCDE d'ici quelques années. Et en même temps, il y a des dizaines de millions qui vont être créés. Le problème, c'est que là, on parle de choses différentes. On parle de talent. Alors effectivement, ceux qui sont dans les métiers scientifiques, ils n'auront pas trop de difficultés s'ils s'adaptent à se former, etc., à trouver des nouveaux jobs, etc. Quant aux autres, ceux qui n'ont pas forcément les compétences pour le monde de travail de demain, ça risque d'être compliqué. Mais ce qui est très très intéressant avec cette révolution industrielle par rapport à la précédente, et ça c'est inédit, c'est que ça ne touche pas seulement les cols bleus comme avant, ça touche aussi les cols blancs. C'est-à-dire qu'un comptable, un avocat, un radiologue, il est aussi concerné par ces transformations et par ces changements parce que son métier va changer et être transformé. Un exemple, un radiologue, il regarde sa radio, il passe 3/4 d'heure à l'analyser et après il voit le patient pendant 15 minutes. Aujourd'hui, une intelligence artificielle, elle est capable de stocker 1 milliard de données et donc de faire un diagnostic en quelques secondes beaucoup plus rapide. Et donc le métier du radiologue, c'est pas qu'il va disparaître, mais c'est qu'il va changer en tous les cas. Et donc il faut se préparer à ça. Et moi, je pense qu'on n'est pas du tout prêt. Et qu'aujourd'hui, l'avantage comparatif des entreprises, ça va être la capacité à former leurs salariés, former leurs employés et les rendre prêts pour cette révolution de demain. Alors vous dites on n'est pas prêt, mais comment on s'y prépare dans les entreprises? Vous qui avez travaillé autour de ce livre sur le sujet, et parce qu'on est ici auprès de chefs d'entreprise, comment elles s'y préparent à ce changement? C'est-à-dire que moi je suis d'accord avec mon collègue de droite, Laurent Labbé, exactement, qui disait justement, à ma droite, pardon, qui disait justement qu'il y a une transformation profonde des business models. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas juste avec ça de faire quelques zigouigouis, mettre des toboggans, des baby-foot, tout le monde est content et c'est bon, les salariés sont heureux, ils vont venir travailler, etc. Non, c'est un changement profond de modèle économique, de modèle aussi de salariat, de rapport au salariat et de la manière dont on va pouvoir former les gens. Et la clé pour moi, elle est vraiment sur la formation. Alors bien sûr, les pouvoirs publics ont un grand rôle à jouer là-dedans. Les crédits formation, c'est bien. Je ne sais pas si vous appelez, vous. Moi, on m'appelle tout le temps pour dire que j'ai des crédits et que je peux les utiliser pour me former. C'est super. Mais si je ne sais pas quoi en faire et si je ne sais pas quels sont les métiers qui recrutent, de quoi j'ai besoin, etc., c'est compliqué. Donc il faut accompagner aussi les trajectoires des salariés. Et je pense que c'est la fidélité, en tout cas, d'un salarié par rapport à une entreprise. Ça sera aussi par rapport à la capacité à l'accompagner dans son développement personnel et de l'amener à réussir tous ces enjeux et tous ces défis qui sont sur son chemin par cette révolution industrielle. Laurent Labbé, vous voulez peut-être réagir, Loïc Soubéran et puis Colin Laouette par rapport à ce que disait votre collègue de gauche. Non, l'enjeu de la formation, il est énorme. Je suis affligé par le nombre de coups de téléphone que je reçois aussi, ce qui montre qu'il y a énormément d'argent, mais très peu de débouchés intéressants, puisqu'on ne sait pas quoi en faire. Donc, et s'il y a plein d'arnaques, c'est bien qu'il y a beaucoup d'argent. Donc, mais je ne suis pas un spécialiste de la formation, donc c'est compliqué pour moi de répondre sur ce sujet-là. Voilà, donc je ne sais pas si c'est un propos de droite ou de gauche, mais il faut faire un truc autour de la formation. Peut-être quand même un élément, parce qu'au-delà de vous évoquer, en effet, c'est pas seulement le baby-foot qui fera changer l'entreprise, pas tort, mais surtout qu'on ne sait pas y jouer, mais la réalité quand même, c'est aussi la relation sociale. Le représentant du MEDEF en parlait tout à l'heure, c'est aussi la manière dont l'employé change aussi dans sa relation, non, j'imagine. Oui, non, pour continuer là-dessus, il y a depuis la crise du Covid, il y a
quand même une acceptation et une prise de conscience du rôle social de l'entreprise qui s'est très très fortement accélérée. Donc évidemment, c'est relié à l'impératif pour un employeur de prendre le relais aussi des écoles pour former les collaborateurs. D'un point de vue positif, c'est parce qu'il faut les développer. D'un point de vue un petit peu moins, c'est que le système scolaire, il est à la fois performant sur certains aspects, mais en même temps, il est un peu déconnecté de certains métiers. Une grosse partie du chômage structurel qu'on a, c'est parce qu'il y a une déconnexion entre les formations et les besoins des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui créent leur propre CFA. Ouais. Je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais signe, mais en tout cas, énormément d'entreprises, je pense à MCMCP qui fait ces métiers autour de la distribution du textile, L'Oréal, sur les métiers de la cosmétique. Donc il y a énormément d'entreprises qui créent leur propre formation pour répondre aux pénuries d'emploi. Mais ce rôle social, il est très fort et il y a une pression, encore une fois, j'insiste, très forte des candidats. C'est évident quand on est dans les ressources humaines comme moi, mais il y a une pression très forte des clients et une pression très forte aussi des investisseurs. Et ça, c'est très heureux parce qu'on a un alignement de ces trois parties prenantes-là en faveur du collaborateur qui redevient le centre de l'attention. Vous vouliez réagir, Loïc? Non, mais le coût de l'attrition est tel que de toute façon, et on voit bien que c'est compliqué pour les entreprises de recruter, que évidemment les retenir devient un enjeu majeur. On voit les aspirations des uns et des autres évoluent, donc les enjeux de mobilité interne, les politiques de mobilité interne sont hyper importantes. Et effectivement, c'est peut-être pas via des CFA, mais il y a plein de métiers de service où littéralement, quand il y a un poste qui se libère, je pense qu'il faut donner la priorité à l'interne, premièrement. C'est laisser la possibilité à toutes les personnes en interne de pouvoir candidater et de donner de manière sincère et authentique la priorité sur le job, en se disant que de toute façon, sinon, on va avoir du mal à remplacer cette personne-là, ça va prendre du temps à la former, etc. Colin Lahouette, je vous ai vu, Sylvie et Samuel, vous vouliez réagir, je vais vous faire réagir, mais d'abord Colin Lahouette, CEO d'Advisor, vous avez organisé un forum professionnel, hein, c'est ça, sur le numérique en juin. Exactement, on a organisé B2B Rocks au mois de juin dernièrement. Moi je me disais, alors, modestement, je vais essayer d'être inspirant peut-être, je me disais, mais c'est quoi l'inspiration? C'est bon des fois de se reposer les bonnes questions, et en fait c'est une phase de la respiration qui va permettre à l'air atmosphérique d'être conduit jusqu'à nos poumons, jusqu'aux alvéoles, et par capillarité d'enrichir l'oxygène. Si on regarde en fait le parallèle avec l'entreprise, il est assez évident. C'est la capacité à un moment donné de l'inspiration dans une entreprise d'enrichir d'un point de vue individuel et collectif par toutes sortes de choses qui sont immatérielles, des connaissances, du sens, et ça se fait par une capillarité. Je sais, du coup, tu aimes bien en parler aussi, Loïc, c'est la culture entreprise. Et il y a une notion qu'on n'a pas entendue jusqu'alors. On a beaucoup parlé de l'individu. C'est vrai qu'avant, on parlait des ressources humaines. Maintenant, on dit le terme people qui englobe beaucoup ça. Et c'est vrai que la culture américaine, aujourd'hui, intègre bien ça à un moment donné dans ses fondamentaux. Mais le collectif n'a pas été du tout amené jusqu'alors. Parce qu'effectivement, on est dans une société qui est capitaliste, où l'individu est poussé, challengé. Mais en fait, le collectif, pour moi, c'est ça qui fait aussi vraiment l'inspiration dans une entreprise. C'est pas forcément le top-down, c'est pas le CEO, c'est pas les valeurs, bien sûr, ça y contribue, la culture, ça permet de faire tout ça, mais c'est la capacité du collectif à travailler ensemble. Et de manière très concrète, aujourd'hui, moi, chez Advisor, un des éléments pour gérer ce collectif, c'est les rémunérations variables. C'est-à-dire le variable individuel, c'est bien, c'est connu, mais finalement, le variable collectif, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour apporter de la solidarité? Qu'est-ce qu'il y a de mieux à un moment donné pour que les uns se soutiennent, les services les autres? On connaît l'intéressement au niveau des grandes entreprises sur cette rémunération variable collective, mais je pense qu'il faut vraiment la descendre au niveau le plus bas, au niveau des business units, jusqu'à des groupes de 20 personnes maximum. Et ça, c'est ça aussi qui va faire à un moment donné cette inspiration. Donc collectif autour d'un projet. Là encore, quel retour vous avez de vos salariés, de vos équipes sur ce sujet? Alors, évidemment, ravis, j'imagine, mais malgré tout, comment on intègre ce changement? Comment ils l'intègrent? Le changement, il faut montrer à un moment donné que le changement, c'est à eux de le prendre. Ouais. Donc, je vais venir sur un autre cas très concret. J'ai voulu amener de la flexibilité au travail. Alors, j'ai appelé mon cabinet d'avocats, Aura, Romain et Ève. Je leur ai dit, voilà, en fait, j'aimerais bien que les gens ils viennent quand ils veulent au bureau.
Non, on m'a dit, mais Colin, c'est pas possible. En fait, le travail, c'est 2 journées, décomposé de 30 minutes, et le droit du travail a été fait ainsi pour protéger les salariés. Ouais, non, mais en fait, c'est les salariés qui veulent ça. Et comment on fait? Ah oui, mais en fait, mais tu sais qu'il y a des collèges. Je fais, dans le collège, j'ai terminé. Non, le collège cadre et non cadre. Je fais, oula, mais les règles sont pas les mêmes entre les deux. Donc, on fait de la discrimination. Donc, j'ai expliqué tout ça aux collaborateurs. Je leur ai dit, bon, bah, écoutez, c'était très bien pour protéger les salariés il y a peut-être quelques temps, mais aujourd'hui ça nous empêche d'avancer. Comment on fait? Et je leur ai dit, bah, écoutez, on va faire nos propres règles, on va signer des papiers, des accords, comme ça, voilà, vous êtes d'accord sur le fait que vous pouvez travailler quand vous voulez, vous pouvez faire des coupures dans la journée pour aller chercher les enfants, pour messieurs ou mesdames, vous pouvez faire les courses, vous pouvez revenir, voilà, il faut juste trouver des plages d'horaires individuels, collectifs, et ça c'est des bons projets pour montrer justement qu'on peut faire soi-même ces règles et conduire le changement par soi-même. Sylvie Samut, vous vouliez réagir et peut-être compléter ce que disait Colin Laouette. Je voulais réagir sur la formation. Oui. La formation tout au long de la vie. Parce qu'effectivement, il me semble qu'on a beaucoup parlé de la formation des étudiants, mais il y a aussi la formation tout au long de la vie. Et je crois qu'il faut aussi peut-être essayer de se repenser tous à notre niveau, dans les entreprises et aussi chez nous, dans les organismes de formation. Parce que... oui, il y a la compétence et l'hypercompétence, le talent, et donc amener les salariés vers un talent bien maîtrisé, mais il y a aussi peut-être les dirigeants sur d'autres formes d'organisation, sur d'autres business models, sur d'autres façons de pouvoir faire évoluer l'entreprise. Mais là où c'est peut-être un peu compliqué, c'est que dans la tête de beaucoup de dirigeants, reprendre une formation, l'idée même de revenir vers la formation, c'est pas toujours vécu positivement. C'est souvent, on s'en cache, on le cache, parce que on pourrait penser que si j'ai besoin d'être formé, c'est que peut-être j'ai des lacunes, j'ai des inconforts quelque part, et ce signal n'est pas bon pour mes salariés. Donc voilà, il y a peut-être aussi à se repenser, et tous collectivement, du côté des entreprises, mais aussi de notre côté, pour essayer de trouver des formations bien adaptées, parce qu'un dirigeant d'entreprise, il n'a pas forcément le temps de faire des formations longues, donc des formations courtes, ça existe aussi. Laurent Labbé. Oui, juste pour prolonger, encore une fois, ce rôle social et l'individu qui est au cœur, on le voit dans d'autres activités, dans la médecine par exemple. Oui. Hier, j'ai dîné à côté d'entrepreneurs marseillais qui développent des traitements anti-cancer. Le patient est redevenu au centre des préoccupations, au même niveau, voire peut-être même plus maintenant que la maladie. Il y a quelques années, mon frère est en réanimation, par exemple, maintenant, enfin, il est médecin réanimateur, pardon, sinon je le dirais avec un peu plus de tristesse. Mais le patient est redevenu le cœur. C'est vrai pour le salarié, c'est vrai dans les écoles aussi, l'expérience étudiante, l'expérience réellement vécue par les étudiants est redevenue au cœur des préoccupations, avant même l'enseignement tel quel. Et quand on observe, nous, dans les ressources humaines, les trois grands mouvements là, sur les 70 dernières années, il y a eu toute une phase paternaliste où on prenait en charge le collaborateur. Mondialisation, dérégulation, on leur a dit vous vous débrouillez entièrement, on peut vous interchanger, vous pouvez partir n'importe où, que ce soit un ouvrier ou même un PDG. À la limite, vous ne servez pas à grand-chose, on peut prendre un Polonais, un Chinois, etc. Et là, on est dans une phase où on reprend en considération, pas complètement en charge, mais on reprend en considération le collaborateur, parce qu'on ne peut pas aller puiser partout dans le monde pour des raisons maintenant environnementales, maintenant sociales, et encore plus avec les événements qui sont en train de se passer. On est en train de se recentrer sur nous, avec ce souverainisme qui reprend le dessus. Donc on est obligé de reprendre en considération l'individu. Pas une prise en charge, mais reprendre en considération l'individu, et ça dépasse la sphère RH. Muriel Aménens. Oui, je pense que je vois qu'il reste peu de temps, et il y a un point qu'on n'a pas abordé dans l'entreprise et l'inspiration qu'elle peut donner aux collaborateurs. Une chose qui est importante, c'est la diversité de nos collaborateurs et le fait que l'entreprise représente ce qu'on voit dans la vie. Bon, forcément, il y a la mixité homme-femme et les actions qu'on peut mener en tant qu'entreprise pour augmenter, surtout dans les secteurs comme celui de Dell, où le nombre de femmes est pas élevé naturellement, mais pas que ça aussi, en termes de diversité, de culture. C'est important que l'entreprise reflète ça. Et aujourd'hui, quand on regarde Dell à Montpellier, ces 30 nationalités, c'est des gens qui peuvent vivre comme ils sont, c'est des gens qui peuvent afficher leur orientation sexuelle ou
quelle que soit leur différence, ils peuvent bien la vivre et la vivre de façon légère. Et ça, je pense que ça permet de retenir les talents, d'en attirer et de faire en sorte que les gens soient bien et soient bien pour faire leur travail et de traiter leurs clients aussi de la même façon. Loïc et peut-être Nicolas sur le sujet. Non, mais, question de la diversité, en effet. Déjà, alors, la diversité, c'est évidemment, ça fait partie des piliers hein, d'épanouissement. Hein. Encore une fois, il y a un écart très fort entre ce que vivent les collaborateurs dans leur vie privée et la vie qu'ils vivent dans leur vie professionnelle. Dans la vie privée, je pense pouvoir être moi-même, a priori. Et dès l'instant où j'arrive dans une entreprise, parfois, je ne peux plus être moi-même. Dans la vie privée, j'utilise des outils dernier cri technologiques. Je mets un pied dans l'entreprise, j'ai l'impression de faire un bond de 20 ans en arrière où tout est compliqué, etc. Et cette frontière-là, qui s'est complètement amenuisée avec l'ère du télétravail et du mode hybride, nous oblige à repenser l'expérience telle qu'elle est vécue, justement, et arrêter d'avoir cette frontière. C'est bénéfique, il y a plein de bénéfices au fait que cette frontière disparaisse. Mais il faut qu'elle soit faite non pas au service de l'entreprise, mais au service du collaborateur, évidemment. Et dernier sujet, il faut l'incarner. Ouais. Tous ces enjeux-là dont on parle d'expérience employée, mettre l'employé au centre, etc., il peut y avoir des initiatives diverses et variées de managers ou des services RH, etc., mais si ce n'est pas fondamentalement porté par le PDG ou la PDG, etc., ça ne réussira jamais, mais ça ne réussira jamais. Et encore aujourd'hui, très sincèrement, je peux vous garantir que oui, ça y est, les consciences s'élèvent, mais ça ne va pas tout le temps jusqu'en haut. Hein. Oui, le top management n'est pas forcément piqué au changement. C'est là où il faut vraiment que ça change. Nicolas et puis Colin. Oui, non, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de paradoxe. C'est qu'à la fois, c'est important dans l'entreprise d'être bien, d'être soi, de pouvoir être libre, de s'épanouir. Et pourtant, moi, je pense qu'on est en train d'acter le fait que ce qui est plus important, c'est la vie perso et pas la vie pro. Et ça, c'est très très fort chez beaucoup. C'est de se dire, ok, la vie perso, la vie pro, c'est important, mais c'est plus la vie, c'est plus ce qu'on représente socialement, c'est plus ce qu'il y a de plus important. Et ça, c'est en train de changer pour beaucoup, et beaucoup qui disent, bah moi, j'ai envie de m'épanouir dans ma vie perso. Et donc, quand on dit, par exemple, la responsabilité sociale de l'entreprise, moi, je suis convaincu. Mais si par exemple on est boulanger, je prends n'importe quel exemple, boulanger effectivement, voilà, y a une responsabilité, on crée quelque chose, on fait quelque chose de ses mains, etc. Mais pour autant se lever à 3-4 heures du matin, etc., bah, ça devient de plus en plus compliqué pour la vie familiale, pour voir ses enfants, etc. Et ça c'est une composante chez les femmes comme chez les hommes aujourd'hui qui est de plus en plus clé. Et donc là-dessus aussi, il y a des choses à faire, on en parlait, mais ça c'est aussi une composante qui est très très importante, c'est aussi de voir ça, de comprendre ça. Et moi je crois, et là je suis optimiste, que les technologies et celles qu'on a à disposition, par exemple j'ai rencontré des boulangers qui utilisaient des imprimantes 3D, et ben, elles vont permettre aussi demain à ce qu'on puisse se projeter et avoir un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, parce que c'est une vraie demande en tout cas des salariés. Colin et puis Laurent, je sais que vous vouliez réagir. Colin, peut-être sur ce point. Ou un autre. J'allais dire globalement, sans me réapproprier les propos des uns et des autres, mais voilà, pour que chacun dans l'assistance puisse prendre un takeaway et bien retenir, du coup, c'est quoi une entreprise inspirante. Effectivement, il y a tout ce qui est lié à la vision, au sens, à la culture qu'on a vu. Il y a ce sujet qui, pour moi, est fondamental ensuite, qui est la conciliation vie pro, vie perso. Alors, certains, c'est la vie pro qui leur permet de s'épanouir parce que c'est le lien social qu'ils vont y trouver. D'autres, c'est la vie perso. Ça dépend aussi des moments de la vie. Ce qui est certain, c'est qu'en travaillant sur ce sujet avec la flexibilité au travail, le télétravail ou venir au bureau pour ceux qui veulent, les formats hybrides, être à l'écoute, et on parlait de dialogue social tout à l'heure en présence du MEDEF, voilà, c'est ce dialogue dans l'entreprise qui fera la différence, qui fera que vous serez inspirant. Laurent. Je réagis juste 2 secondes et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis. La vie pro est extrêmement importante. Elle ne prend pas le pas sur la vie personnelle. Il y a des frontières qui s'amenuisent, mais elle se définit différemment. Le fait d'appartenir à une belle entreprise ne va pas nous définir et nous rendre notre fierté. C'est à quoi je contribue professionnellement, notamment, qui va être une composante extrêmement importante qui est reliée à la vie professionnelle. Donc, c'est pas parce qu'en ce moment on a des doutes sur le sens, etc., et qui fragilise l'importance de la vie professionnelle,
qu'on n'est pas justement dans la recherche de son importance. Merci à vous toutes et à vous tous pour cette première table ronde. Je vais rappeler, on va les applaudir évidemment, et les remercier pour leur témoignage. Vous rappelez qu'un stand autour de la librairie éphémère vous attend à l'extérieur et vous y retrouverez évidemment l'un de nos invités qui signera son livre. Vous rappelez que nous avons une seconde table ronde à 11h15 et on prolongera le sujet autour du bonheur au travail. On était en plein dedans. Et que je vous retrouve moi-même sur le plateau Midi Libre via Occitanie pour le débrief. Mais Jean-Marc Oluski voudrait intervenir. Oui, et vous avez aussi un atelier avec Medvalley, juste dans la petite salle, avec Josique Paoli, directrice de Medvalley, sur les enjeux de Medvalley. Donc en fait, vous pouvez vous répartir sur cette salle, si vous voulez dire. Merci Jean-Marc Oluski. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup.